sommes le 9 octobre 2017 au séminaire que j'ai intitulé de lecture récursive de Freud et de Lacan. C'est-à-dire qu'il y a deux types de séminaires que j'essaierai de maintenir en parallèle, sachant qu'il y aura forcément des passages de l'un à l'autre. En fait, il y aura une continuité d'une semaine à l'autre. Je ne vois pas comment je ferai autrement. Pour ne pas oublier tout à l'heure, je suis exceptionnellement absent la semaine prochaine, le 16, ça ne correspond pas à des vacances scolaires. Les 2 semaines suivantes étant des vacances scolaires, il n'y a pas de séminaire. Donc ça renvoie au 6 novembre la prochaine fois. 6 novembre. Oui, on fait toutes les semaines, puisqu'il y a tellement de vacances en France. Et ton temps interrompu, sans parler de mes voyages. Bon. Là, en cogitant pour ce soir, j'étais un peu gêné par le titre que je donne au séminaire du lundi 1, 3, 5. Pas exactement celui d'aujourd'hui, mais ça expliquera. On a pisté quand même quelques réponses d'entre les lignes de Lacan, sinon de Freud, à des questions qui se présentent depuis d'autres voies de réflexion. Donc, à partir du carré modal revu par Lacan comme carré des discours, et du coup pour moi carré édipien, etc., je considère qu'il y a un effet de vide, c'est pas le mot, hein, une fonction de vide, qui se transcrit dans cette structure quadrique en termes de faille, pour maintenir le terme de Lacan, et laquelle faille se retranscrit en manque, c'est-à-dire en objet, le manque étant pris en objet, pour donner un trajet du non-rapport qui se perpétue, en quelque sorte, qui se continue plutôt, en termes de bord singulier au pluriel, de littoral et de trou, et plus précisément d'une organisation du trou qu'on va appeler une coupure. En termes de rapport, il y a une continuité du non-rapport et des rapports. Des rapports pointés par les bords d'une façon ou d'une autre. Dans cette organisation, ce losange que je vais accentuer, qui pourrait concerner, si je le grossis, et certaines autres fonctions du carré modal, permet d'y inscrire d'autres fonctions, donc celles qui se trouvaient là dans le non-rapport et le rapport, c'est-à-dire ce que Lacan appelle le contient, c'est un néologisme, c'est-à-dire il n'y a pas d'universel qui ne doivent se contenir d'une existence, dit-il, qu'il a nie, d'une existentielle qu'il a nie. La faille, c'est lui qui l'inscrit. Il parle d'indécidable à ce niveau-là. Je considère qu'on a tout un travail à faire pour en discuter, donc à partir de Gödel et au-delà, pour essayer de voir un peu ce que Lacan veut inscrire tel quel, je pense, entre du maternel ou de l'impossible et du féminin et du patou. Donc, c'est-à-dire autour de ce qui va correspondre à des logiques hétérogènes. La logique classique, autogène, s'il faut la dire comme ça, c'est l'opposition classique autos-hétéros, hein, étant donc une logique dite du masculin. C'est quoi qui parle de logique déviante pour ces logiques hétérogènes, au pluriel, hein, construites de diverses. Donc en particulier, je pense qu'il faut qu'on construise, c'est peut-être téméraire, mais qu'on construise une logique de l'indécidable adaptée aux propos que la psychanalyse veut tenir. Bon, je pars donc de ce losange
qui vaut pour moi comme le poinçon que Lacan utilise entre S barré petit a, S barré grand D de la pulsion. Donc, je ne répète pas les termes, il faut continuer. Le littoral, la faille, le contient et l'indécidable. Donc ces termes, je peux effectivement les reporter sur le schéma boroprojectif. Ben, disons que là, on est dans Lacan. Hein. Je suis tout à fait répétitif. Aucun de ces termes n'est exactement le mien. Ce dessin que j'exécute là, il est implicite en quelque sorte. Donc, ça n'est pas aller au-delà de Lacan. Je le dis pour faire valoir que j'ai quelques prudences, la différence de souvent. Donc quand je prends le schéma boroprojectif, qui est un plan projectif mis à plat, et pour lequel on peut construire des nœuds bornéens, on pourrait disposer des mêmes choses. Il n'empêche que la faille est marquée comme telle. Vous voulez qu'on discute ensemble? Non, je disais que contient, c'est pas continu. Non, c'est pas continu. D'accord. Non, non, c'est contenir, c'est limiter. Tu refais un substrat. C'est moi, quoi, c'est Lacan. Ah, le contient. Tu ne l'as pas dans les 700 néologismes de Lacan. Non. En gros, tous ceux que j'utilise ne sont pas là dans ce recueil. C'est très simple. Tous ceux que j'utilise suivent Lacan. Hein. Oui, bien sûr. Ça me semble regrettable parce que c'est une fonction absolument essentielle qui détermine, à mon avis, la discordance. Bon. Je ne vais pas refaire tout le topo. Donc, là où je suis gêné, et à partir de ce que j'ai dit les fois précédentes, là, dans le premier séminaire sur la Coïnée, la semaine dernière, sur justement le séminaire sur l'indiscernable, la faille trouve déjà ici son existence. Le contient sûrement peut être indiqué. Le littoral, les deux ayant une fonction imprédicative, ça me va assez bien. Je peux toujours maintenir l'indécidable où Lacan l'a mis. Le problème, c'est qu'est-ce que je fais de cet axe supplémentaire que je tiens à conserver dans le système des deux pas de doigts. Je suis prudent, je ne dis pas des triskel, je dis des pas de doigts, pour ne pas entrer tout de suite dans des nœuds. Et donc, il me manque un terme. Là. Donc, ce que je suggère comme piste de travail, disons, c'est que ça puisse correspondre justement à l'indiscernable. Donc, l'indiscernable peut être ailleurs aussi, ça va de soi. Il peut être situé entre le S1 et le S2. Entre la signifiance et le sujet, le grand 1 et l'objet A. Bon. Au sens où on passe d'une fonction en intention à une fonction en extension. Mais la même fonction en extension qui va se retrouver sous un autre angle du fait de la mise en continuité des deux bords qui ne sont que des bords d'une bande de Möbius. Donc, fonction d'extension ici aussi. Et à l'opposé de cette structure qui se redéfinit récursivement et prédicativement, il y a l'ontologie qui correspondrait à un donné comme tel. Donc, je vais un peu dans cette définition. Donc la question se pose quant à savoir, est-ce qu'il y a un indiscernable qui vaut entre ce que le signifiant implique de réel, au sens où Freud va parler de réalité psychique, psychische réalité, donc distingue de la Wirklichkeit et de das Real. Est-ce que l'indiscernable vaut entre la réalité psychique et ce qui vaut d'un point de vue, je ne veux pas dire réel, parce que le réel est toujours symbolique, de ce qui est donné comme ontologique, c'est-à-dire dans un réel absolument assuré comme tel. C'est une question de fond. Donc c'est une question de fond qui mérite d'être abordée quand Lacan parle des
fondements de la psychanalyse, quand il reprend son séminaire après avoir été éjecté de Sainte-Anne, donc quand il reprend à l'école normale supérieure, avec son séminaire qui sera édité sous l'appellation des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Quand on reprend cette lecture que j'avais indiquée la dernière fois, alors, soit dit en passant, le 6 novembre, je prendrai la suite de cette lecture au sens où je veux parler justement des questions de renversement. C'est-à-dire que ces deux fonctions en extension que j'indique là sont l'une imprédicative et l'autre prédicative. Et il y a une continuité entre les deux. Quand je dis fonction d'extension, ça veut dire, je rappelle qu'il y a à se souvenir, à ne pas oublier qu'il s'agit de fonctions, même si, en extension, sont des objets. J'insiste pour dire que les objets de la psychanalyse sont d'autant plus imprédicatifs qu'ils se fondent tous d'une coupure, donc de cette faille. Les appellations sont diverses dans Lacan, comme division de l'objet, en position de l'inconscient, clivage du sujet, pour parler sur un mode reçu de Freud, et refonte du signifiant. Du coup, le littoral, est-ce qu'il n'est pas aussi entre fonction d'extension et fonction d'extension, enfin, entre un prédicatif et prédicatif? Ou est-ce qu'il est... Est-ce qu'il ne situe pas aussi Non, parce que... au niveau de la faille en haut? Je ne sais pas ce qu'on appelle littoral, du coup. Le littoral, si je retiens la définition de Lacan, il s'agit effectivement de deux domaines qui parlent, dont chacun par lui-même fait frontière avec l'autre. Il ne s'agit pas de la faille. Alors, est-ce que le littoral, on va dire que c'est la différence entre les deux domaines, ou c'est le rapport d'un domaine à l'autre? Bon, c'est peut-être un confin. Est-ce que ça te... Les confins, ça renvoie aux limites. On pourrait rediscuter, effectivement. Mais attends. Oui, je n'ai rien contre confins, ni contre la question de Florence. Ce dont il faut se souvenir, c'est que il y a toujours des embrouilles dans les dessins. C'est que cette faille qui est marquée de manière meubienne, grosse, sur le mode de Lacan, la coupure égale à la de Möbius, est identifiée à ce point-là qui résume l'ensemble de la sphéricité de cette bande de Möbius, de la sphéricité, sur le mode de la récursivité, identifié à ce qu'il peut y avoir d'un prédicatif en termes de littoralité dans l'affaire, et l'imprédicativité étant continuée par la prédicativité, il est identifié aussi. Donc ça répond à la question, l'ensemble est récursivo-imprédicatif, mais ça n'est pas exactement la même modulation de la même fonction qu'on va retrouver à chaque fois. C'est comme fonction d'intention, fonction d'extension. À relire, là, pour aujourd'hui, la première partie du séminaire des 4 concepts. J'ai la sténographie, je ne vais pas vérifier mot à mot si Miller reprend bien ce que dit Lacan. Chaque fois que j'ai vérifié, c'était pas bon. Mais bon, je vous raconterai le texte établi du seuil. Donc il s'agit au-delà de la première séance, de l'inconscient et de la répétition. Il y a suffisamment de traits là théoriques de Lacan pour qu'on puisse les discuter. Rétrospectivement, on est à 50 et quelques années après. Je pense qu'on a avancé là-dessus et que Lacan ne s'opposerait peut-être pas à ce qu'on peut dire de décaler, pour le coup, de ce qu'il avance. Mais il faut voir à manier ce schéma. Je sais pas, à force d'en parler, je le manie d'une certaine façon. Mon propos, ces temps-ci, déjà la semaine dernière, déjà à la Lysimac, c'est de discuter de ce qui fait, et ça nous prendra plusieurs séances, je vais donner un fin mot aujourd'hui, ce qui fait la structure de cette faille, qui est organisée comme un vide opératoire et un vide structuré, comme en physique. La question que je pose, c'est quelle est cette structure?
le flux du signifiant, ce que j'ai toujours appelé l'affluence, mais on peut parler de flux pour faire plus topologique, se réorganise dans cette faille, ça se déploie, on va dire, dans cette faille que je considère être le template de la récursivité. Donc le template, c'est plus exactement la structure de cette faille. Avec cette difficulté, c'est que cette structure est lestée de ce qui n'est pas fluent, mais de ce qui est fixiste, fixé même ontologiquement, idéologiquement. Il n'est pas exactement constitué des praticables dont je parle habituellement, que je considérerais plutôt prédicativement. Donc la matérialité de la signifiance et des signifiants va se jouer au niveau du prédicatif, que j'éloigne quelque peu de l'ontologie. Faut-il les mettre ensemble? Bon. L'indiscernabilité, je pourrais la situer aussi au niveau de la faille elle-même. Il n'y a pas d'opposition. C'est pas parce que je mets un autre terme pour compléter le schéma et ne pas laisser comme ça un vide à interroger comme vide. Il s'agit toujours de vide, bon, quoi qu'il en soit. L'indiscernable, si on rabat l'ontologie sur la récursivité, puisque je tiens à les faire valoir dans une certaine identité, qui fait que l'ontologie est ouverte et n'est pas refermée sur elle-même, et trouve une ouverture sur un extérieur que la fonction récursive va lui permettre d'obtenir. Donc je suis déjà plus dans une ontologie stricte, auquel cas. Hein, la dernière fois, non, c'est pas là, si c'est la dernière fois, ou non, c'est peut-être au colloque de dimension de la psychanalyse, où je reprenais ces questions dans les termes de Lacan, entre ontique et ontologique, à partir de Jean Val, qui reprenait Heidegger. Donc, comme Lacan ne s'explique pas sur ces termes. Hein. Il faut trouver des raisons lacaniennes ailleurs que dans Lacan. Bon, voilà, je laisse le schéma en attente, dans l'espoir de faire mieux, étant entendu que ce qui sera visé au fur et à mesure des avancées de cette année, que ce soit d'un séminaire à l'autre du lundi, c'est cette définition de l'indiscernabilité en termes de template, qui permet de, pas forcément fixer les concepts, mais on va dire fixer l'attention sur une structure qui à la fois on impose pour un certain mode de récursivité, parce que je ne dis pas qu'elle soit univoque, la récursivité, même si j'en parle au singulier, auquel cas c'est à tort, et qui en même temps qu'elle induit certains modes au pluriel de récursivité, elle dépend de ces modes-là réversivement comme manière de rendre compte topologiquement de ce que la récursivité a en intention et comme hypothétique d'inaccessible. C'est pas seulement l'intentionnalité, c'est l'hypothétique aussi. Hypothétique de ce qui n'est pas d'abord et qui ne vient à l'existence, précisément, que sous la houlette de ce que c'est censé avoir produit et qu'il appelle à conforter ce qu'il a induit en étant proprement présent. Mais c'est une présence qui est, comme chez Freud avec la fonction père, une présence de l'absence. Hein. Donc on est toujours en train de manier des vides comme si il s'agissait de plein. Et il vaut mieux que ces pleins soient évidables, sinon évidés, pour qu'on puisse effectivement aussi les manier. Sinon, ils nous tombent dessus, ou on bute dedans, et on n'en fera rien. Je peux vous poser une question? Si Oui. le template, c'est une organisation du vide, une structure. C'est un vide structuré. Tous les vides dont je parle sont structurés. Non seulement ils sont densifiés, mais ils sont structurés. Donc, le problème, c'est de savoir comment. J'ai déjà proposé, pour rappeler, hein, des structures de template en hélice, plus ou moins serrées. Hein. Ça pourrait être un écheveau où on ne ferait plus la différence entre chaque boucle de l'hélice. Et puis, il s'agit de nœuds, proposer le nœud 7-4 précédemment, enfin c'est Pierre Roth qui l'a amené, il y en a lui un
d'autres, soit Marc Saint-Paul, mais peut-être pas tout de suite, mais Jean-Michel Mac, l'auteur, travaille sur ces questions. L'indiscernable est aussi structuré. Il s'agit C'est pas dans la qualité de la structure. Enfin, c'est pas une qualité indiscernable. C'est pas ce qui vient pointer. C'est pas un attribut spécialement. Non, l'indiscernable, c'est un mode de structuration qui reste à préciser aussi. Oui. Parce que, surtout si je le fais jouer au niveau de la faille elle-même. L'indiscernable entre récursivité et ontologie va forcément jouer au niveau de ce qui contourne leur opposition. Je dis contourne, c'est un bon terme. Hein, comme je fais un texte pour reprendre le terme de contournement dans Freud, Geung, ça dit bien ce que ça dit. Hein. Le périphérique. Non, mais pourquoi pas C'est la continuité, non? Non, mais c'est parce que, à la différence du périphérique qui entoure Paris, par exemple, qui est sphérique, strictement circulaire, la sphérécité de la bande de Möbius fait de ce contournement quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'une division pure et simple, mais qui est aussi de l'ordre d'une mise en relation. La Spaltung de Freud, je tiens plutôt qu'elle est de l'ordre de cette mise en relation, à la différence de la Spaltung schizophrénique de Vogler. Là, le point de départ pour me répéter. Bon, sur ce, on peut avancer. Je sais pas si j'ai... Donc l'indiscernable, c'est une fonction. Ça a une fonction de structuration. Oui, c'est forcément une fonction dans la mesure où l'ensemble de la faille et de l'indiscernable renvoie à la récursivité, c'est-à-dire à tout ce qui est fonction en intention, sous cet angle, oui. Et la fonction en intention, là je parle d'indiscernable entre on va dire deux éléments de structure. Le mot élément, ne voulant pas forcément dire objet, il peut s'agir de fonction. Et sinon, on pourrait aussi parler d'un indiscernable en soi. La fonction en intention, elle est insaisissable. On ne peut pas repérer une fonction en intention, elle n'est pas tangible, on ne peut pas en faire état comme tel, on ne peut le faire qu'en la travestissant, j'allais dire, mais la traduisant, la transcrivant, la translittérant, la transportant en extension, donc en transcrivant la fonction en objet. Ça, c'est Frege. Et l'objet rend la fonction d'intention insaisissable. Quand je prends l'exemple idiot de y égale 2x, a priori, allez savoir ce que c'est y égale 2x, x étant un nombre naturel, hein. C'est parce qu'on est à l'école qu'on sait tout de suite la réponse. C'est l'ensemble des nombres pairs, mais il vaut mieux dire que c'est 0, 2, 4, 6, etc. Et là, on a une saisie de ce qui est ramassé, mais en tant que ramassé dans l'intention, insaisissable, parce qu'il faut le parcours des valeurs de la fonction pour qu'on puisse en avoir une saisie. Indiscernable, ça ne veut pas dire insaisissable, et pourtant c'est proche. Mais c'est exactement comme le terme d'échappée que j'utilise. Chez Freud, on a le terme d'échappement, bien sûr. Tout ce qui est inconscient échappe à la conscience. Bon. Moi, je ne dis pas que ça échappe comme tel, ou que ça échappe à quelque chose, etc. Je dis que ça échappe dans. Ça, c'est néologique aussi comme syntaxe. La fonction d'intention échappe dans ce qu'elle induit. Donc la fonction d'intention échappe dans tout ce qui est extensionnel, dans les objets. La syntaxe échappe dans la sémantique, l'énonciation échappe dans les énoncés, la signifiance dans les signifiants, et au-delà les signifiants dans le signifié. Bon, mais ça échappe dans, c'est-à-dire que ça se maintient, c'est dialectique, c'est une Aufhebung. C'est-à-dire que ça reste aussi annulé que ce soit, ça reste maintenu dans un équivalent qui va au-delà. Il y a un en plus, c'est cet en plus qui est déterminant. Ça pose la question assurément de l'en plus et de l'en moins chez Lacan et de la réversion de l'un à l'autre. Et donc de ce qui est surnuméraire comme objet là, en particulier, sur les fonctions, et entre autres, du plus de jouir, sur la jouissance phallique. Bon, on y reviendra sûrement, mais tout ça, c'est un peu dense ce que je raconte là, je vais trop vite. Hein. Enfin, comme je l'ai déjà dit X fois, je suppose que ça ne surprend personne.
j'ai resitué le cadre. On va reprendre le texte établi du séminaire Les Quatre Conseils. Bon, je prends au démarrage. Page 8 de l'édition Miller. Au milieu de la page, je ne sais pas si vous l'avez. Je vous le lis. Pour ce qui est des fondements de la psychanalyse, mon séminaire, dès son début, y était, si je puis dire, impliqué. Il en était un élément. Le séminaire de Lacan était un élément des fondements de la psychanalyse. Puisqu'il contribuait à la fonder in concreto, la psychanalyse, puisqu'il faisait partie de la praxis elle-même, puisqu'il y était intérieur, il y a une kyrielle de puisque là, il y en a 4, puisqu'il était dirigé vers ce qui est un élément de cette praxis, à savoir la formation de psychanalystes. Le séminaire de Lacan, dirigé vers la formation des psychanalystes, fait partie de la psychanalyse elle-même, et une partie intégrante de la praxis de la psychanalyse. Ça me semble être essentiel. Ça nous montre déjà, pour moi, une réversion qui dépend d'une récursivité, c'est-à-dire que, à la différence des principes théoriques en général, qui vont partir d'un matériel empirique pour essayer d'en donner une compréhension qu'on appelle théorique pour aller vite. Lacan, qui à mon avis n'aurait pu quand même pas interpréter ce qui se présente comme matériel empirique, va insister sur le fait qu'il produit aussi ce qu'on va reconnaître empiriquement. Donc ça, c'est pas une inversion, c'est une réversion. Que ce qui vient, on va le dessiner toujours sur le même mode. Donc le schéma, il faut le compléter de la bande de Möbius, ça va de soi. Et donc, je vais dire, au travers de la Wirklichkeit, ce qui serait empirique, à ce niveau-là, on s'en vient peut-être à ce qui peut être reconnu comme empirique depuis quelques principes ontologiques dans lesquels on est éduqué, va trouver son expression dans une praxis de la cure, qu'une praxis interprétative, dans la cure, et qui implique une interprétation d'un autre ordre, qui est une interprétation qui va au-delà que l'immédiateté de la cure, si je puis dire, un peu insuffisant de dire comme ça quand même, qui est une interprétation proprement théorique, c'est-à-dire qu'on s'éloigne de la basse matérialité, si je puis dire, et on s'élève vers Dieu, le théorique c'est quand même toujours ça. Au profit donc d'une notion qui est entièrement récursive et qui est de l'ordre de la production de cette théorie qui, dans la continuité, je le rappelle, va jouer sur les cures. Ce qui fait que l'empirique va moins dépendre de l'ontologique que de cette théorie, donc, ou de l'interprétation, va suivre un mouvement que Lacan dit éthique. Il va y insister énormément. En 1964, dans l'acte de fondation de l'école freudienne de Paris, l'école française de psychanalyse et l'école freudienne de Paris, et puis déjà là, dans ce séminaire sur les fondements, il revient bien sur le fait que la psychanalyse et la théorie analytique n'est pas ontologique, mais éthique. Donc c'est le premier abord des choses. Je saute à la page 13. Je ne vais pas tout lire, mais évidemment dans l'intervalle, il dit beaucoup de choses. Sur la question de la psychanalyse est une science. Ça, vous connaissez ma position. Pour moi, c'est très clair. Comme la physique quantique, comme bon nombre de mathématiques et de logique,
la psychanalyse est une science si on admet des sciences imprédicatives. Voilà, des gens qui ne veulent admettre que des sciences prédicatives, de toute façon, ne vont pas sentir, ils ne vont pas reconnaître quoi que ce soit de la partie gauche du schéma boroprojectif, ils vont s'en tenir à un discours sur cette fausse matérialité qui laisse le symbolique, le signifiant, le langage de côté, qui en oublie le sujet, qui en oublie l'autre.